Joséphine, alors retrouvez-moi dans l'émission Au passage des artistes sur Arsène Radio. Viens chercher bonheur avec Mémé. Au passage des artistes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Au passage des artistes sur Arsène Radio, une belle émission qui revient sur le parcours des artistes et qui met un coup de projecteur sur leur actualité. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir la comédienne Anne Cangelosi en ce moment à l'affiche de On est tous le vieux d'un autre au théâtre du Gymnase Maribel à Paris, où nous sommes actuellement. Anne, vous nourrissez une passion pour le théâtre depuis que vous êtes petite. Vous avez pris des cours et puis vous avez entrepris ensuite le projet d'une carrière dans ce domaine, mais elle a été interrompue en cours de route. Finalement, la vie vous a montré qu'il était important de suivre son instinct. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble pendant la première partie de cette interview. Dans la deuxième partie, on va parler un peu plus de votre spectacle qui enchante le public et qui fait rire, mais qui émeut aussi. Et on vous réserve une petite surprise pour la fin. Alors déjà, bonjour Anne. Tout d'abord, d'où vous vient cette passion pour le théâtre ? Oula, ça vient de très très loin, parce que j'ai commencé, j'avais 12 ans, et c'est un prof de français qui m'a inoculé le virus. En fait, ça vient... je me suis aperçue que sur scène, en fait, c'est là où on avait le plus de monde à qui on pouvait dire « je t'aime » et qui pouvait nous répondre « on t'aime ». Voilà. Et en fait, c'est une éternelle recherche de ça à chaque fois que je monte sur scène. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement le premier obstacle auquel vous avez été confronté et qui vous a fait reconsidérer justement cette carrière ? Le premier obstacle, en fait, c'est que j'ai pas forcément été soutenue par mes parents, en fait. Mais maintenant que j'ai des enfants, je peux comprendre pourquoi. Ça leur faisait très très peur. Ils connaissaient personne, voilà. Ça fait peur peut-être pour les parents. Ça fait peur. Ça fait peur, surtout quand on n'a pas de réseau. Et puis c'est un peu, surtout pris comme un hobby, en fait. C'est qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Je veux être comédienne. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? En vrai, qu'est-ce que... Voilà, donc, et en fait, ils m'ont un peu transmis leur angoisse. Et comme je suis pas forcément la reine de la confiance en soi, et puis, j'étais un peu décalée, c'est-à-dire que j'étais pas forcément... je faisais pas les jeunes premières, moi. J'étais un peu plus les soubrettes, etc. Donc, c'était un peu compliqué, puisque j'ai commencé, j'avais 12 ans, donc tout ça pendant l'adolescence, et puis j'ai pris des cours un peu plus pro à 20 ans, et c'est vrai que ce rapport au corps est pas forcément évident à cet âge-là, et puis maintenant je me dis que finalement ça devait pas être le moment. Je pense que je suis comme le bon vin, sans prétention, c'est-à-dire que plus je vieillis, plus je me bonifie, on va dire, et puis évidemment j'ai appris plein de choses, enfin je veux dire j'ai travaillé sur moi, puis la vie m'a fait prendre conscience de plein de choses, donc je suis plus dans ce truc-là, et voilà. Alors c'était pas le moment, du coup vous avez fait autre chose. Ah oui, j'ai fait autre chose, oui. J'ai travaillé, alors j'ai fait un peu tous les métiers, j'ai travaillé à la Fnac comme vendeuse, j'ai bossé j'étais responsable administration commerciale chez Samsung pour les appareils photo. Après j'ai travaillé chez Minolta, j'ai beaucoup travaillé dans la photo, chez Kyocera. Et puis après, j'ai même travaillé chez Oui Magazine, c'est un magazine sur le mariage. Et puis en fait, après, donc là, je me suis retrouvée au chômage. Et puis, je suis rentrée chez Alcatel, comme ça, en intérimaire, pour remplacer quelqu'un qui était en congé maternité. Et donc, et puis, je suis restée chez Alcatel pendant 11 ans. Voilà.
Et alors finalement, si je me trompe pas, c'est votre compagnon qui vous a reparlé d'un projet secret que vous aviez rangé un peu dans les placards et qui vous a motivé à le poursuivre. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais oui, la base c'est ça, c'est-à-dire que c'est donc mon mari, enfin, qui me dit à l'époque, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait au cinéma et à chaque fois que on regardait les Césars à la télé, j'ai plein de copines qui avaient des prix ou qui jouaient, puisque j'étais là où j'ai pris des cours chez Vera Gregg et j'étais de la promo de Karine Viard, Hélène de Fougerolles, Léa Drucker, Julie Gaillet, enfin voilà, tous ces gens-là, Florence Thomasin. Et en fait, ces filles-là ne se sont jamais arrêtées et donc forcément, elles ont évolué, enfin forcément, parce qu'elles ont beaucoup de talent, donc elles ont évolué. Et c'est vrai que lui, je pense qu'il devait en avoir un peu marre de me voir comme ça, la larme à l'œil. Un peu frustrée peut-être. Oui, forcément. C'est-à-dire que j'étais très contente pour elles parce que c'était des copines à l'époque, donc je les aimais beaucoup. Et puis elles étaient douées, donc il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de ramener le truc à soi en se disant peut-être que si j'avais pas arrêté, peut-être que je serais à leur place, quoi. Et donc il m'a dit mais reprends des cours, t'es complètement dingue d'avoir arrêté, etc. Donc là, je suis retournée dans un cours dans le 15e arrondissement à Paris, chez François Havane, donc qui est metteur en scène. Et en fait, tous mes profs m'ont toujours dit mais il faut que tu écrives. Et donc, je leur disais vous êtes gentils, moi je joue, j'écris pas. Enfin, surtout que moi j'ai été biberonnée à Coluche, Desproges, des gens qui écrivaient. Au-dessus, c'est les étoiles, quoi. Et puis celle qui m'a donné vraiment envie d'être seule sur scène, c'est Zouk. Donc c'est là, je sais pas si les auditeurs sauront qui c'est, mais comédienne suisse. Voilà, c'est une comédienne suisse et c'est la première femme à avoir fait du seul en scène en 72, je crois. Alors il y a une querelle un peu de clocher, en disant non, c'est Sylvie Joly la première. Okay, non, c'est Zouk. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas d'accord avec mon metteur en scène et Alexandre de Limoges et pour moi c'est Zouk. Bref. Et donc, pour moi, qu'est-ce que j'allais apporter de nouveau et qu'est-ce que j'allais faire, voilà. Et puis, en fait, chez Vera Gregg, donc j'avais une vingtaine d'années, ma grand-mère est décédée et j'ai vécu avec elle jusqu'à l'âge de 11 ans. Alors, je rassure les auditeurs, j'ai pas été abandonnée par mes parents, mais j'ai vécu avec elle jusqu'à 11 ans et j'étais très, très proche d'elle. Et quand elle est décédée, évidemment, ça a été un espèce de choc, un tsunami. Et elle est morte au mois de mai. Et l'été qui a suivi, en fait, j'ai écrit un texte pour lui rendre hommage, mais alors vraiment en quasi-écriture automatique, sans réflexion, c'est sorti tout seul. Vous avez pondu votre œuvre d'art. Donc après, en rentrant au mois de septembre, j'ai montré mon texte à Vera. Et Vera m'a dit « Ah, c'est bien et tout ça, c'est original. Mais là... il manque 20 minutes. Alors là, j'ai regardé avec des yeux ronds comme des soucoupes et je lui dis mais comment ça, il manque 20 minutes? Et elle m'a dit un seul en scène, c'est 1h10. Ah d'accord. Et là, il y a eu un énorme blocage. Donc j'ai rangé mon spectacle dans ma chemise, dans mes étagères, et puis j'ai continué les cours, et puis après j'ai arrêté parce que ça me faisait trop peur. Et en fait, ce texte m'a suivi dans tous mes déménagements jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Et quand j'ai repris des cours avec François, un jour, j'ai passé une impro du personnage de Mémé. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je lui ai dit, c'est un truc que j'ai écrit, mais j'ai jamais terminé. Et il m'a dit, mais moi, ça m'intéresse, donc fini, et puis je te mets en scène. Oh, alors là, c'était la marque de confiance que j'attendais, en fait. Et puis voilà. Puis donc, je venais d'avoir ma fille qui était tout bébé. Je bossais chez Alcatel. Et donc, mon mari m'a dit, écoute, moi, je garde Juliette le samedi, et toi, tu vas bosser dans un café. Donc, tous les samedis, j'allais bosser dans un café. Donc, évidemment, l'inspiration ne vient pas tous les samedis à 14h, sinon ça se saurait. Et voilà. Et en fait, donc, j'ai mis 2 ans à, là, par contre, vraiment faire un travail de qu'est-ce que je veux dire sur les personnes âgées, voilà. Et le premier samedi, ça a été magique parce que je suis arrivée avec mon ordi, j'ai choisi ma table dans le café. Et puis, j'ai ouvert mon ordi, je l'ai allumé, il y avait un espèce de truc de rituel, etc. Et puis, j'ai ouvert ma chemise que je n'avais jamais ouvert depuis 20 ans. C'est énorme. Ah oui. Et en fait, du coup, j'ai lu le texte et c'est comme si la femme de 40 ans revenait à la rencontre de la jeune femme de 20 ans, quoi. Et c'était très touchant.
parce que finalement, c'était pas si nul que ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Avec le recul des années, Oui, finalement, c'est ça. vous portiez C'était un regard pas un si peu mal que attendri ça. devant. Et voilà, puis donc j'ai mis 2 ans pour à réfléchir, à triturer et Peaufiner peut-être. Et peaufiner, voilà. Et la toute première version de Mémé, en fait, c'était vraiment une version théâtrale, puisque moi j'ai une formation classique au départ. Donc il y avait le 4e mur, ça aurait pu se passer dans les années 70. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucun lien avec la version de maintenant. Et puis après, j'ai passé une audition dans un théâtre qui venait d'ouvrir. Donc le truc, mais improbable, ça leur a plu. Ils m'ont programmé le mois de juin qui a suivi. Donc après, j'ai su que le mois de juin, c'était un mois pourri à cause des ponts, etc. Donc je devais être bouche-trou, mais c'est pas grave. En fait, ils m'ont quand même programmé un mois, 3 fois par semaine. Et là, j'ai tout eu. J'ai eu les annulations parce que personne, 0. 2, parce que ma mère et sa copine. Plein de monde parce que mon réseau qui se déplace ce jour-là. Enfin voilà, donc j'ai tout eu. J'ai eu un peu un aperçu du métier. Alors, tiens, justement, parlons du spectacle. On est tous le vieux d'un autre qui est en ce moment à l'affiche au théâtre du Gymnase Maribel les vendredis, samedi et dimanche. Ouais. C'est bien ça, donc vendredi et samedi 21h et dimanche à 18h. Oui. Un spectacle qui a été joué, que vous avez joué au Festival Off d'Avignon l'an dernier, et qui est la suite de Mémé Casse-Bonbon, et on achève pas les vieux, c'est une trilogie en fait. Oui, voilà, mais on peut voir les spectacles de manière indépendante. Voilà. C'est vrai, on n'a pas besoin de les voir chacun pour comprendre ce spectacle-là. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le scénario en quelques mots ? Alors, Joséphine, donc Mémé, en fait, elle a un rêve, c'est d'aller à Paris. Et... Une octogénaire, donc Joséphine, 85 ans. Oui, pardon. Elle a 85 ans, elle est provençale, elle habite la Bouilladis, donc c'est entre Marseille et Aubagne, voilà. Et... Elle porte sa blouse de la Blanche-Porte, voilà. Une belle perruque sur la tête et des pantoufles roses aux pieds. C'est ses vrais cheveux. C'est ses vrais cheveux, pardon. Voilà. Non, dans le vrai, là. Elle a des charentaises, elle a une canne, un châle au crochet, etc. Voilà. Donc c'est vraiment la vieille typique... puisque je suis née à Marseille, donc en fait je me suis inspirée des vieilles de ma famille qui étaient comme ça en fait. Bon. Et c'est quand même atypique de voir une grand-mère toute seule sur scène. Franchement, c'est. Ah oui, oui. J'ai quoi en référence Elie Semoun, Nelly Kakou qui ont peut-être interprété parfois. Oui. Bon, Nelly Kakou surtout. Mais c'est des sketchs en fait. Là, c'est un personnage avec des spectacles en entier qui racontent des histoires. Il y a la Madeleine Proust. Qui était comme ça. Donc elle, c'était une vieille du Doubs. Donc, Enfin, en tout cas, ça reste assez rare. Oui, là, en ce moment, je crois que je suis la seule à faire ça. Voilà, sans prétention. Donc, Joséphine rêve d'aller voir la Tour Eiffel. Et puis, il se trouve que le village n'en peut plus d'elle parce qu'elle n'arrête pas de râler, de critiquer, de se moquer, de pester. Voilà, elle est jamais sortie de son village, mais voilà, elle râle contre tout le monde. Et donc, ils n'en peuvent plus, ils veulent s'en débarrasser. Donc, ils organisent un faux loto et ils veulent absolument la faire gagner. Elle, au début, évidemment, elle ne veut pas y aller. Et puis, le maire lui dit, le gros lot, c'est l'obélisque. Et donc là, elle change d'avis, elle dit, faut que j'y aille parce que l'obélisque, c'est quand même mon rêve, etc. Et donc, elle va au loto. Et en fait, donc elle gagne, puisque c'est truqué. Et sauf qu'elle ne gagne pas un voyage pour aller à Paris, elle se retrouve en Égypte, à Luxor. Et là, elle va se retrouver, ils lui ont payé une croisière, en fait, sur le Nil. Et là, elle va se retrouver confrontée aux autres, ou à l'autre avec un grand A, un A majuscule. Donc les touristes du bateau, plus le personnel du bateau, donc les Égyptiens. Et il y a même un couple gay de femmes. Parce que je voulais avec Alexandre, mon co-auteur, on voulait vraiment, comme c'est sur la tolérance, les préjugés, etc., et vu l'ambiance en ce moment, on voulait vraiment toucher tout, quoi. Et je trouvais que c'était plus intéressant de prendre des filles, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'homosexualité féminine, donc je trouvais que c'était important Et en fait, évidemment, au début, elle fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle râle, elle sort ses préjugés
excusez-moi, je vais être vulgaire, mais préjugés à la con, de racisme ordinaire. En fait, c'est du racisme ordinaire de gens qui n'ont jamais vécu avec des étrangers. En fait, elle n'a jamais bougé de son village et elle dit que tous les Arabes sont des voleurs, quoi. Alors qu'en fait... Mais c'est vrai qu'on se rend compte souvent que les régions où il y a le plus de xénophobie, c'est là où il y a le moins d'étrangers. Parce qu'ils ne sont pas confrontés, ils connaissent pas et ils ont peur, en fait, parce que l'humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. C'est de l'ignorance, c'est aussi de la bêtise. Enfin, et c'est vrai, quand on regarde, on va faire de la politique 2 minutes, là, puisqu'on est en pleine... On est en pleine campagne électorale, mais quand on regarde le discours des gens qui votent Le Pen ou qui maintenant vont voter Zemmour, c'est ça en fait, c'est des gens qui n'ont jamais, quand on va dans le fin fond de la Moselle, ils n'ont jamais vu ni un noir ni un maghrébin de leur vie, et en fait, non, on n'en veut pas, la sécurité quoi. Et bon, oui, bon. Bref, et donc elle est là-dedans. Il y a de la bêtise, il y a de l'ignorance, il y a plein de trucs, quoi, elle va en fait, le spectacle est construit comme le voyage. C'est-à-dire que tous les jours, lundi, ça commence le samedi et ça se finit le samedi. Tous les jours, il y a une visite et tous les jours, il se passe un truc, humainement, en fait, avec les touristes du bateau. Donc, elle fait comme d'habitude, donc elle râle, elle critique, voilà. Et puis, jusqu'au jour où, en fait... les gens du bateau font un peu comme les gens du village, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus et ils la rejettent en bloc. Et là, elle ne comprend pas, parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte que c'est très méchant et que c'est bête. Et puis, tout le monde en prend pour son grade. C'est-à-dire que les Arabes, les Américains, les Polonais, les Allemands, mais vraiment, ils sont tous... Les Chinois. Voilà, les Chinois. Oui, mais ça, c'était vraiment... J'y tenais à ça, parce que... C'est vrai qu'une Marseillaise qui est raciste envers les Arabes, c'est tellement cliché et tellement tarte à la crème que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que ça s'élargisse et que ça devienne finalement la peur de l'autre avec un grand tas. Parce que c'est pas la culture, parce que c'est pas les valeurs, c'est pas... Enfin, tout ça, quoi. Et l'éducation. Mais c'est une ignorance à laquelle il n'est jamais trop tard de s'attaquer. Pas du tout. C'est pour ça que, du coup, on a voulu dire ça aussi à travers... Ce personnage et puis à travers ce spectacle, c'est que du coup, voilà, elle s'attache aussi à un petit serveur qui s'occupe d'elle, qui s'appelle Mokhtar, qui la prend d'affection parce que lui, il passe 6 mois sur le bateau, il voit pas sa famille. Et puis c'est vrai que les Maghrébins, ils sont très proches ils ont beaucoup de respect pour les personnes âgées, donc ils s'occupent d'elle, etc. Et il ose lui dire des choses. Il ose lui dire que elle est pas très gentille non plus quand elle se plaint, etc. Et c'est un spectacle où, au cours duquel, en fait, on passe du rire à l'émotion. Enfin, c'est-à-dire qu'on est ému et il y a une espèce d'alternance comme ça de rythme et c'est vachement... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça monte, on rit et puis d'un coup, hop, séquence émotion, elle nous replonge dans ses souvenirs ou alors elle fait une remarque comme ça parce qu'elle réalise quelque chose sur la vie ou ce qu'elle expérimente. Et je trouve que ça rend le spectacle très beau, quoi. C'est très profond. Bah, c'est gentil, ça me fait plaisir parce que en fait, c'est ça. C'est-à-dire, dans les 3 spectacles, il y a ça. C'est-à-dire qu'on rit beaucoup et puis après, il y a des moments où on rit moins parce qu'il y a des moments de nostalgie, parce que la vie, c'est pas forcément linéaire, donc elle a vécu des trucs pas drôles. Et en même temps, ça fait des respirations, je trouve. C'est-à-dire que ça fait des respirations pour le public et ça fait des respirations pour moi aussi. Et donc ça, je trouve que c'est important. Et c'est vrai que je trouve que c'est... Enfin, je pourrais pas écrire, mais ça, c'est peut-être dû à mon âge, mon grand âge canonique, mais je pourrais pas écrire des spectacles où il n'y a pas de fond, en fait. C'est pas prétentieux quand je dis ça, mais je trouve que c'est notre rôle, en fait. Enfin, moi, je suis pas vraiment une humoriste, en fait. Je sais pas si on peut dire que je suis une humoriste, mais je trouve que on est là pour ça. C'est-à-dire, on est là pour aussi marquer et mettre en exergue les dysfonctionnements d'une société. Et c'est vrai qu'avec le rire, on peut tout faire passer. C'est un peu le verre d'eau qui fait passer la pilule, quoi. Justement, vous êtes drôle parce que, enfin voilà, c'est l'accent que vous avez, l'accent du Sud, du début à la fin, que vous tenez. Moi, je trouve ça admirable. Et également aussi, en fait, le fait de voir sur scène comme ça une octogénaire, elle est très réaliste, en fait. On a l'impression de voir sa grand-mère sur scène. Et je trouve ça rare et précieux. Donc, bravo pour ça. Bravo pour cette belle prestation. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions
surprenantes à la fin de vos spectacles. De celui-là ou des autres? De celui-ci, ouais. En fait, Avignon, au début, j'avais très peur, parce que au début, c'est quand même un peu trash. Elle va très loin. Donc, on est quand même un peu dans le politiquement correct en ce moment. Donc, dire arabe 10 fois en 5 minutes, au tout début du spectacle. Au début, je vous avoue que j'étais pas méga à l'aise parce que je me suis dit, les gens... D'ailleurs, c'est drôle parce que le public change. Il y a des publics qui sont au début, ça moufte pas. Parce que ils doivent se dire c'est du lard ou du cochon, quoi. C'est le cas de le dire, mais donc et puis il y en a qui comprennent que tout de suite c'est du 2e degré, voire du 15e degré, donc ils se marrent tout de suite. Mais des fois je suis face à un public qui au début ne sait pas, et puis après s'aperçoit que voilà, c'est pas ça en fait, le message c'est pas du tout ça. Et une fois à Avignon, j'ai eu un type. Alors, sur la quantité de spectateurs, c'est pas beaucoup, mais j'en ai eu un qui a tout pris au 1er degré. Du coup, il a même pas applaudi, rien. Enfin, vraiment, c'était... Donc, à la fin, je suis allée le voir et je dis, mais qu'est-ce que... Oui, il me dit, oui, enfin, je sais que vous n'êtes pas raciste. Ben non, en fait, vous n'avez pas compris. C'est justement pour dénoncer ce racisme ordinaire. Et si on va pas très loin au départ, dans les clichés, dans les préjugés, dans les bêtises... Comment, je veux dire, l'évolution, elle devient fadasse, en fait. C'est ça. Ça n'a pas d'intérêt. Le contraste est important. Faible. Voilà, il est trop faible. Donc là, c'est important, je trouve, d'y aller très fort au début pour que, justement, on s'aperçoit que... Et c'est ça, toute la force de Joséphine. Elle a un peu son air con et sa vue basse pour la caricaturer, mais elle apprend. Elle apprend et on voit que, au fur et à mesure, sans rien dévoiler non plus, sans rien divulgacher à nos chers auditeurs, elle va finir par se regarder en miroir grâce à un personnage. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va la voir évoluer, se transformer au cours de ce voyage qui est un voyage initiatique finalement. Oui, et c'est très plaisant à observer, quoi, cette évolution que tout humain finalement peut connaître dans sa vie s'il est confronté à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo là, comme ça, en direct Vous allez chercher Mémé alors, c'est ça? Allez chercher Mémé. Ah bah oui, il faut chercher Mémé. Mémé, viens voir un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, ça va être l'heure d'amour, gloire et beauté. Alors, t'es gentille, mais qu'est-ce que Ah, c'est la radio. Tu vois, elle est toute belette. Tu regarde, on dirait Bridget. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais que je reviens d'Égypte. Tu sais que c'est quelque chose, hein? Ah ouais. Parce que moi, je pensais aller voir l'obélisque. Alors, j'allais vu l'obélisque, hein? Mais pas à Paris, hein? L'obélisque à Luxor, hein? Tu sais quelque chose, hein? Il est beau, hein? Tu sais qu'il est beau, hein? Mais alors, je me suis promis, tu vois, je l'ai vu, je l'ai regardé, là. C'est à Karnak, c'est l'obélisque de Karnak, je me suis trompée. Et ben, tu vois, je me suis dit, je vais aller le voir, mon obélisque à Paris, tu vois, je vais faire les économies, et puis je vais y aller voir l'obélisque à Paris, parce que c'est quelque chose. Et puis j'ai rencontré plein de gens gentils, hein, tu sais, mon petit Mokhtar qui m'a fait à manger, tu sais, qui me préparait des assiettes, que j'avais plus le droit de toucher au buffet, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et puis, enfin voilà, tu vois, écoute, vraiment j'ai beaucoup, cette semaine en Égypte, tu vois, au début j'étais pas contente, et puis finalement, eh ben, c'est beau, tu vois, c'est beau, j'ai vu les services fourreurs, là, tu vois, enfin non, comment on dit, les derviches tourneurs, voilà, ça c'est beau aussi, les derviches tourneurs. Et puis vraiment, j'ai rencontré plein de gens, qui très gentils, et c'est vrai que c'est important de faire connaissance. Quand on connaît pas, eh ben on est bête, je trouve. Et tu vois, il faut faire l'effort de connaître. Voilà, c'est tout ce que je dirais, que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est faites l'effort de connaître. Ouvrez-vous un peu, tu vois, ouvre les chakras, comme me dirait je sais pas qui, mais ouvre les chakras, comme ça tu connais déjà. Parce qu'on a plein d'a priori comme ça, on s'est dit, ouais, là je lui parle plus, je lui dis pas bonjour, je lui dis crève. Ben non, et il suffit, tu vas dire bonjour, et puis tu vas voir, et puis tu te racontes. Parce que finalement, je me suis rendu compte que les autres du bateau, là, tu sais, au début, eh ben, ils avaient la même chose envers moi, tu vois. Ils me connaissaient pas. Alors, ils disaient, elle est vieille, elle s'habille mal, elle se laisse aller, elle le sent pas bon, que c'est pas vrai. Que moi, j'ai l'extrait de lavande, j'achète mes blouses à la blanche porte, alors je me laisse pas aller, tu vois. Et puis, je me suis dit, mais ils me connaissent pas. Moi, je les connais pas non plus. Alors, tu vois, j'ai un peu réfléchi, j'ai pensé dans ma cabine, et je me suis dit, bon, il faut aller voir un peu les gens, et s'ouvrir un peu l'esprit.
Voilà. Alors allez ouvrir vos chakras au Théâtre du Gymnase Marie-Belle à Paris. Merci beaucoup Anne pour cette interview. Je vous souhaite plein de belles représentations, un public bien fourni. Allez voir ce spectacle, hein, c'est le week-end, ça tombe bien, voilà, c'est parfait pour vous détendre, pour rire et pour réfléchir aussi. Voilà, à bientôt au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.